L'Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances et surtout en vous y abonnant pour y être informé en toute primeur bien entendu. Merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 167e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait discussion entre nous. Le CQFD de votre Bled Magharibiya se consacre cette fois-ci, et toujours en résumé et rapidement, en quelques lignes, ou en quelques mots, disons, une certaine actualité qui se déroule au Maghreb, et plus particulièrement, bien entendu, ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc en ces derniers temps de Covid-19. Et parmi ces quelques mots, ces quelques points, retenons-en premièrement cette guerre qui ne dit pas son nom, plus qu'annoncée, entre guillemets, avant que l'accord maroco-israélien ne change les rapports des forces, puisque l'accord militaire entre le Maroc et Israël semble avoir plus qu'irrité davantage encore ces vieux caporaux à Alger, avec les bruits de bottes, oui, les bruits de bottes résonnant désormais jusque dans les colonnes de la presse française. Deuxièmement, concernant le Sahara marocain, l'Algérie maintient la pression sur le prochain président de l'UA, l'Union africaine, et pour contrer l'accord Maroc-Israël, le Polisario espère signer des accords de défense dits mutuels. Et pour cela, ce Polisario imite son parrain algérien, donc à son tour maintenant de rejeter le processus onusien. Et enfin, nous terminons par disons cette petite cerise sur le gâteau et qui concerne la production du gaz naturel et l'exploitation ou disons la réexploitation du gazoduc Maghreb-Europe, ce fameux GME. Le consortium britannique Sound Energy signe un accord de 10 ans, oui, un accord de 10 ans avec l'ONE, donc l'Office national d'électricité et de l'eau potable marocain. Mais une fois n'est pas coutume, ici, arrêtons-nous un instant sur cette après-fermeture soudaine des frontières avec ce désarroi des Marocains du Maroc et d'ailleurs. En effet, comme annoncé ce dimanche dernier, après-midi, la fermeture des frontières marocaines en vigueur depuis lundi 29 novembre dernier a plongé plusieurs familles dans l'incertitude. En déplacement à l'étranger, des citoyens marocains et autres résidents sont restés impuissants
dans l'incapacité de revenir au pays depuis lundi dernier. Délai, et après la compagnie aérienne EasyJet, Ryanair annule à son tour tous ses vols avec le Maroc jusqu'au 1er février 2022. Décidément, les années de Covid se suivent et se ressemblent, surtout pour celles et ceux qui ont le courage, parfois seulement, l'obligation de voyager en ces temps incertains. Après un long confinement du second trimestre de 2020 et le blocage de milliers de Marocains suite à la fermeture des frontières, l'année dernière, l'histoire semble se répéter avec la suspension soudaine de tous les vols internationaux depuis lundi soir, en raison de l'inquiétude quant au nouveau variant baptisé Omicron. Des milliers de Marocains en voyage ces derniers jours n'ont eu qu'une journée pour trouver un billet de retour dans l'urgence et faire leur test PCR pour pouvoir retourner chez eux. Une course contre la montre qui a laissé sur le carreau de nombreux citoyens désormais bloqués à l'étranger pour au moins 15 jours. Témoignages de désarroi, plusieurs emails, de nombreux emails, plusieurs appels téléphoniques, messages vocaux ou vidéos jetés dans les réseaux sociaux comme des bouteilles à la mer, sont leur seule bouée pour le moment. Une situation qui plonge bien évidemment des familles dans l'incertitude, avec parfois des mineurs d'âge bloqués à l'étranger, loin de leurs parents. En principe, plusieurs compagnies organisent des vols spéciaux vers la France, bien que les prix soient terrifiants, expliquent ces Marocains résidant à l'étranger, selon qui les tarifs se situent entre 300 et 400 euros, mais peuvent atteindre parfois 800 euros, l'aller simple, ce qui peut être difficile pour certaines familles. S'il existe une solution, parfois coûteuse, pour les personnes bloquées au Maroc, aucune ne pointe à l'horizon pour les Marocains bloqués à l'étranger. Et c'est ainsi qu'après EasyJet, Ryanair annule tous ses vols avec le Maroc jusqu'au 1er février 2022, en raison du manque de clarté du gouvernement marocain concernant son interdiction de vol. Et cette compagnie low cost, à l'instar des autres compagnies aériennes, est dans l'expectative. Depuis la décision de suspension de tous les vols à destination et en provenance du Maroc du 29 novembre au 13 décembre. Ces compagnies attendent des éclaircissements de la part des autorités marocaines quant à ce qui se passera après leur décision de mi-décembre. Et pour commenter cette décision, Ryanair a déclaré regretter profondément les perturbations inutiles subies pour ses passagers du fait de l'annulation de ses vols vers le Maroc. Un tacle direct sur la gestion du secteur aérien par le Maroc, tout en soulignant également un incident passé sous silence, survenu ce mardi matin, avec l'avion immatriculé EIDPJ au départ de Barcelone et en direction de Marrakech,
qui a dû rebrousser chemin au-dessus de Tétouan. Eh bien, le vol ne transportait pas de passagers, mais des pilotes pour récupérer les avions vides de la compagnie restée à Marrakech. Et pour conclure ce petit préambule des MRE confrontés au Covid-19 et surtout à l'annulation des rapatriements, de leur rapatriement au pays de résidence, Ryanair estime que les perturbations causées sont tout simplement inutiles. Et donc la compagnie Ryanair rejoint donc EasyJet, qui avait déjà annoncé une décision similaire dès fin novembre. Chers amis, revenons à notre sommaire d'aujourd'hui et de cette séquence. En évoquant ce premier point avec décidément cette Algérie qui finalement prétextera-t-elle de la signature le 24 novembre dernier à Rabat d'un protocole d'accord de coopération militaire entre le Maroc et Israël par déclarer la guerre à son voisin marocain. Et là est la question, bien évidemment. Et quelqu'un de leur vieux chef s'exprime ainsi, ouvrant les guillemets: s'il faut la faire, c'est aujourd'hui. Donc, s'il faut la faire, il parle de la guerre. C'est aujourd'hui. Car nous sommes militairement supérieurs, prétend-il, à tous les niveaux. Et ce ne sera peut-être plus le cas dans quelques années. Fermant les guillemets, a indiqué une source algérienne sous couvert d'anonymat, qui reconnaît être un faucon, de nouveau entre guillemets, dans une déclaration au journal français L'Opinion. Et cette précipitation à prendre les armes est justifiée par la préoccupation du régime algérien quant au soutien d'Israël au Maroc. Et cela va changer la donne dans un délai que l'on estime à 3 ans, explique la même source. Au lendemain de la conclusion du cadre juridique de la coopération militaire et sécuritaire entre le royaume marocain et l'État hébreu, ce président qui se déclare ainsi de la chambre haute en Algérie, ce vieux Saleh Goudjil, a assuré que c'est l'Algérie qui est visée, de nouveau entre guillemets, par la visite du qui? Eh bien, du ministre israélien de la Défense Benny Gantz à Rabat. Ainsi, oui, ainsi, des bris de bottes côté algérien se font retenir craignant ce qui est nommé par ce vieillard ayant perdu complètement sa boule, les ennemis qui se mobilisent de plus en plus pour porter atteinte à l'Algérie, a-t-il déclaré. Bien évidemment, une opinion de suite est largement relayée par les médias algériens, puisque ces pseudo-responsables algériens avaient tous répété la même position après l'annonce, le 10 décembre 2020, de la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. C'est d'ailleurs le discours qui est vendu actuellement à l'opinion publique pour justifier les échecs de cette
nouvelle Algérie, entre guillemets, si chantée, si bien chantée par ce soi-disant président athée sans foi ni loi, et son dégoulinant et surtout puant caporal Saïd Chengriha. Force est de constater que les médias français accordent ces dernières semaines un intérêt particulier à l'éventualité d'une guerre entre les deux voisins maghrébins. Outre l'article de l'opinion, Le Figaro s'est également interrogé et il titre « La guerre peut-elle éclater entre le Maroc et l'Algérie ?» ainsi que la chaîne de télévision TV5 s'est intéressée pour sa part au rapport de force entre les deux pays, l'Algérie et le Maroc. Que pèsent vraiment leurs forces militaires? Et le Monde, oui, a écrit un article intitulé « L'Algérie en quête d'une riposte à l'axe militaire Maroc-Israël ». Enfin, le magazine Le Point s'est interrogé à son tour. Algérie-Maroc, toujours, vers une nouvelle guerre des sables. Mais au lendemain de l'affaire des camions algériens retrouvés calcinés près de Bir el-Hlo, au Sahara marocain, une source marocaine a déclaré à l'AFP, l'agence France-Presse, que si l'Algérie veut la guerre, le Maroc n'en veut pas. Le Maroc ne sera jamais entraîné dans une spirale de violence et de déstabilisation régionale surtout. Et d'ajouter sur le même ton que si l'Algérie souhaite entraîner la région dans la guerre à coup de provocation et de menaces, eh bien le Maroc ne suivra pas. Et sans transition, nous arrivons à notre deuxième point pour traiter le Sahara marocain, dont l'Algérie maintient la pression sur Macky Sall, prochain président de l'Union africaine. Et pour contrer l'accord Maroc-Israël, toujours le Polisario espère signer des accords de défense mutuelle. Et donc, l'Algérie se prépare à une confrontation avec la présidence du Sénégal de l'Union africaine en 2022, puisque son ministre des Affaires étrangères s'est réuni à Dakar avec le président Macky Sall. C'est la deuxième rencontre entre le chef de la diplomatie algérienne et le président sénégalais, après celle du 4 octobre dernier à Addis Abeba, en Éthiopie, tenue en marge de la cérémonie d'investiture d'Abiy Ahmed, Premier ministre de l'Éthiopie, pour les 5 années à venir. Ces contacts avec le prochain président de l'organisation continentale en seulement quelques semaines laissent transparaître une préoccupation algérienne d'une éventuelle paralysie du mécanisme de la Troïka de l'Union africaine sur le Sahara marocain, d'autant que le calendrier à court et moyen terme des présidents de la conférence des chefs d'État de l'UA, de l'Union africaine donc, ne sert guère les intérêts algériens en ces derniers temps. En 2022, le tour de table de la Troïka sera occupé par 3 pays ayant ouvert des consulats au Sahara marocain, et ce, avec l'intégration des îles Comores qui
prendra la place de l'Afrique du Sud. À noter que depuis sa création en juillet 2018 de l'Union africaine en Mauritanie, cette troïka africaine sur le Sahara marocain s'est réunie une seule fois lors du sommet de février 2019 à Addis Abeba. Ces deux rencontres avec le président Macky Sall ne sont pas sans rappeler la réunion du 26 janvier 2021 à Kinshasa entre l'ancien ministre des Affaires étrangères Sabré Bourkadoum et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Elle avait eu lieu à seulement 2 semaines de l'accession du chef de l'État de la République démocratique du Congo, la RDC, à la présidence tournante de l'Union africaine, succédant à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Et c'est ainsi, pour contrer l'accord Maroc-Israël, le Polisario espère signer des accords de défense mutuelle. Et il entend répondre à l'accord de coopération conclu le 24 novembre dernier à Rabat entre le Maroc et Israël. Son pseudo-secrétaire général a annoncé dans une interview accordée à une chaîne de télévision publique algérienne que son mouvement souhaite développer des alliances militaires avec d'autres États, y compris la signature d'accords de défense mutuelle. Et en octobre 2020, par la voix de ce qui est appelé son ministre des Affaires étrangères, ce Mohamed Salem Ould Salek, ce front avait déjà manifesté la volonté du Polisario de prendre les armes contre le Maroc en concluant des accords de défense dits mutuels. La RASD, cette pseudo-RASD, République arabe sahraoui démocratique, appelée ainsi, dit-il, compte suffisamment de pays et de peuples amis pour conclure des accords de défense mutuelle, notamment au niveau de l'Afrique et ailleurs dans le monde, avait-il précisé dans des déclarations toujours, mais toujours, à une radio algérienne. Le principal concerné par ces invitations est l'État algérien, qui apporte une assistance technique et financière et dans tous les domaines aux troupes du Polisario. Mais ce parrain algérien, ce vieux parrain de toujours, est-il prêt à envoyer des soldats algériens défendre le Polisario dans une guerre ouverte contre le Maroc? Là est la question, encore une autre question. Et ce pseudo-ministre polisarien n'hésite point de déclarer que nos soldats, écoutez bien, nos soldats sont des Algériens qui ont des familles et je ne les enverrai pas mourir pour les intérêts des autres. Les autres, on ne sait qui, bien évidemment. Et il continue dans son délire en disant « Assez d'Algériens sont morts dans le passé », avait souligné ce soi-disant président fantoche qui s'est hâté dans une interview accordée le 6 novembre dernier aux médias allemands Der Spiegel. Des propos à prendre avec prudence, bien évidemment. Tout de même, sachant la centralité de la question du Sahara marocain pour le pouvoir algérien, qui a tout perdu et qui a tout à perdre. Et toujours en ce qui concerne la question de ce Sahara marocain, épinglons ce copier-coller
Polisario et après l'Algérie, tel que nous l'avons développé dans la vidéo précédente, autour du Polisario, seulement après plus d'un mois de rejeter à son tour le processus onusien. Alors que Stéphane de Mistura prépare sa première tournée dans la région, le Polisario dresse un nouvel obstacle dans la mission de l'actuel envoyé des Nations Unies au Sahara marocain. Et par la voix de son secrétaire général, qui se déclare ainsi, le Front a annoncé qu'il ne prendra plus part à la formule de ce qui est appelé des tables rondes, initiées par l'ancien émissaire des Nations Unies, l'allemand Horst Köhler. Donc, il ne prendra plus part à la formule des tables rondes. Copions exactement ce qu'avait dit l'Algérie à l'annonce du processus onusien via la résolution 2602. En revanche, ce Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche, a plaidé dans une interview accordée à une chaîne TV algérienne pour des négociations directes entre le Maroc et son mouvement sous l'égide de l'Union africaine en vue de parvenir à un règlement qui permette à la région de vivre en paix et amène, écoutez bien, l'occupant, pensant au Maroc bien entendu, au retrait de ses troupes, ce qui ne se passera pas bien évidemment des territoires sahraouis, comme les Sahraouis ne s'y trouvent que sur le territoire marocain. Et ça, c'est selon ses propres dires. Oublions les Sahraouis algériens, nigériens, maliens, libyens, et on en passe. Par conséquent, ce rejet des tables rondes, réunissant le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, et pourquoi pas ces perdus du Polisario, rejoint en tout point la décision prise par le pouvoir algérien de ne plus y participer. Bizarre, non? Ce n'est guère étonnant, puisque cette décision a été annoncée officiellement le 22 octobre dernier et avant même l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2602 par son envoyé pour le Sahara et le Maghreb. Rappelons-nous-en ce sous-fifre des bases besognes, des bases œuvres qu'est ce Ammar Bellani. Ne l'oublions pas. Et cette formule ne constitue pas la solution optimale, puisque le Maroc a décidé de manière irresponsable et malhonnête d'en faire une misérable tentative d'échapper au caractère colonial de la question du Sahara au profit d'un conflit régional artificiel, et oui, il le dit lui-même, artificiel, mémoire courte, et prétendu, faisant de l'Algérie une partie de celui-ci, a-t-il expliqué dans une déclaration à la presse. Lui-même, dans une seule phrase, il dit une chose et son contraire. Donc une contradiction complète. Mais revenons-en à ces propos de Ben Batouche, et qui était prévisible de suivre l'exemple algérien. Et pour rappel, au lendemain de la nomination de De Mistura, le Polisario avait demandé de fixer un calendrier pour la mission du nouvel envoyé onusien au Sahara marocain, donc lui dictant un calendrier, et notamment donner des garanties pour l'organisation d'un référendum dit d'autodétermination dans cette province du sud marocain.
Hortzkeller avait organisé à Genève 2 tables rondes en décembre 2018 et mars 2019. Et le Maroc conditionne sa participation à un nouveau processus politique avec la présence de l'Algérie, bien entendu. Et nous arrivons ici à notre 3e point qui conclut notre séquence ici et qui concerne ce fameux GME, oui, ce fameux gazoduc Maghreb-Europe qui a fait couler beaucoup d'encre et la production de gaz naturel via le consortium britannique Sound Energy qui a signé dernièrement un accord de 10 ans avec l'ONE marocain. En effet, des actions de Sound Energy PLC ont augmenté ce mardi dernier après l'annonce de la signature par la compagnie d'un accord de 10 ans avec l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, l'ONE, relatif au développement de la phase 2 de la concession de production de Tendrara au Maroc. La société énergétique cotée à Londres a déclaré que les partenaires de la concession se sont engagés à fournir des volumes annuels allant jusqu'à 350 millions de mètres cubes de gaz avec un volume annuel d'achat ferme de 300 millions de mètres cubes, ce que écrit Market Watch. Le président exécutif de Sound Energy PLC a déclaré que l'accord de vente de gaz permet à la société de progresser dans le développement du projet et sous-tend les discussions avec les partenaires financiers. Début novembre, la ministre marocaine de la Transition énergétique et du développement durable, Leïla Ben Ali, a indiqué que la production locale de gaz du Maroc devrait atteindre 110 millions de mètres cubes en 2021, tandis que sa consommation annuelle s'élève à 1 milliard de mètres cubes. Et Leïla Ben Ali a ajouté que les besoins du Maroc en gaz naturel tripleraient pour atteindre 3 milliards de mètres cubes d'ici à 2040, alors que le pays se tourne vers le gaz naturel liquéfié pour stimuler sa transition bas carbone et remédier à l'approvisionnement irrégulier en énergie renouvelable. La majeure partie de la demande marocaine était autrefois fournie par Europe. Oui, donc était autrefois fournie par le pipeline Maghreb-Europe, interrompu par l'Algérie, soit suite à l'expiration du contrat tripartite avec le Royaume et l'Espagne. À l'époque, l'Office national des hydrocarbures et des mines, avec l'ONE, bien évidemment, ont annoncé que cette décision n'aura dans l'immédiat qu'un impact insignifiant sur la performance du système électrique national. Alors que le gazoduc accordait au Maroc un droit de passage de 7% des quantités transportées, soit quelques 700 millions de mètres cubes, qui représentaient un peu plus des 2/3 des besoins marocains importés. Donc cette signature avec le consortium britannique, le Maroc gagne gracieusement ce gazoduc GME à des fins de réexploitation pour l'énergie destinée au royaume marocain.
Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt, avec grand plaisir, au travers de votre Ce qui fait débat, ou ce qui fait tout simplement la petite discussion habituelle entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, surtout pour votre participation, de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, en nous aidant ou en aidant votre chaîne, en vous y abonnant, de faire abonner avec vous vos connaissances très nombreux, afin d'être informés rapidement et surtout en partageant au maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.